enchaîné sur du JavaFX. Donc techno, desktop à la mode chez Oracle. Et j'ai décidé de faire cette session-là en vous disant un peu JavaFX c'est bien, mais JavaFX c'est pas bien non plus. Donc pour essayer de vous vendre entre guillemets la techno, je préfère être honnête et vous dire qu'il y a des choses qui sont plutôt moyennes. Et du coup vous faire un retour d'expérience sur un projet que je suis en train de développer moi-même en open source pour justement avoir des cas concrets d'utilisation. Merci. Donc en fait là je fais juste un disclaimer pour troller un peu. Donc si vous aimez du swing, n'ayez pas peur, si vous avez de la barbe, vous ne serez pas rasé à la fin de la séance. Vous risquez d'apprendre pas mal de techno, je vais en évoquer pas mal. Et en tout cas c'est pas un but promotionnel. Et Slideshow FX, l'outil avec lequel je suis à 13 et dont je vais vous montrer le source. Pareil, c'est simplement pour vous montrer une implémentation des technos que j'utilise et vous montrer des cas concrets. Donc bien sûr c'est une session JavaFX, mais on ne va pas uniquement parler JavaFX, on va parler de plein d'autres choses, on va parler forcément de JavaFX, de Nashorn, d'OSGI un petit peu, d'ASCII Doctor parce que je l'ai mis en place dans l'application aussi, un peu de Vertex et du Bitmotion. Tout ça embedé au sein d'une seule et même application JavaFX. Donc qui je suis un bonhomme qui travaille chez General Electric, donc la compagnie qui a racheté Alstom, c'est rigolo de souligner. Je fais du JFX, j'écris des articles pour Rebel Labs et je suis assez fervent du polyglottisme. Mais dans la vraie vie, j'aime beaucoup manger. Alors pourquoi j'ai fait le WestFX Tour? En fait, ça vient d'Horatio qui fait des présentations sur les IHM en Java au Normandie Jug. Donc du coup, j'ai demandé s'il parlait JavaFX et il m'a dit qu'il faisait du swing. Donc du coup, c'est pour ça qu'hier j'étais à Brest, aujourd'hui je suis à Nantes et demain je suis à Rouen. Donc l'objectif de cette présentation-là, c'est, je ne sais pas si vous avez déjà fait du JavaFX, il y a déjà des personnes qui ont fait du JavaFX ici. En quelle version? La dernière, la 8, mais c'est sur la bêta par contre. Sur la bêta? D'autres personnes ont levé la main? Non. Vous faites tous du swing? SWT? Du web? Voilà. Et si vous avez lu l'abstract de la presse, j'ai un peu trollé en disant il y a encore des gens qui font du desktop, etc. Donc, là, l'idée, c'est si vous avez déjà entendu des talks sur JavaFX, c'est pas de vous présenter la techno que d'un point de vue c'est magnifique, tout fonctionne, etc. Mais c'est vraiment pour qu'on efface tout ce qu'on sait. Je vais vous dire qu'il y a des choses bien, mais je vais aussi vous dire qu'il y a des choses qui sont un petit peu moins bien. Donc pour commencer, JavaFX. Donc Oracle a toujours eu enfin Sun aussi, a toujours eu une numérotation des versions un peu bizarre, on n'arrive jamais à la comprendre, on passe de la bit 15 ou 20 à 31, et puis on comprend pas pourquoi, et pareil pour JavaFX. Donc on passe de la version 2 à la version 8, simplement pour se coller sur l'évolution du JDK, et on y apporte pas mal de nouvelles technos comme la 3D, etc. Mais par contre la 3D je ne vais pas en parler parce que c'est encore assez basique. C'est pas forcément utilisable from scratch, sauf si vous avez pas mal de compétences en 3D, ce que je n'ai pas. En JavaFX, il y a un truc qui a été introduit, ça s'appelle FXML. Si vous avez déjà fait du C# ou du Qt, ça va vous parler. C'est tout simplement la possibilité de faire vos IHM dans une version XML, qu'on appelle FXML. Donc c'est la première fois pour moi en desktop où on arrive à faire du vrai MVC, où on découpe vraiment la vue avec des fichiers dédiés, plutôt que de faire que du code Java dans votre backend, etc. et faire un certain nombre du code pas forcément lisible. Donc là c'est une version super simplifiée d'un FXML. Donc on voit que là-haut j'ai un border pane. Donc si vous êtes familier de Swing, c'est la même chose qu'un border layout avec 5 zones, le top, enfin north pour top, south pour bottom, left, right et center, avec les mêmes contraintes en termes de redimensionnement des nœuds. Donc par exemple dans un border layout, si vous avez un élément au centre, il prendra toute la place de votre écran. Là c'est pareil en JavaFX, le centre prendra également tout l'écran en fonction de certaines contraintes qui sont appliquées au nœud lui-même. Donc si le nœud n'est pas redimensionnable par défaut, il ne va pas vous faire un gros bouton géant qui prend toute la string. Donc là on voit que c'est assez... Enfin moi je trouve personnellement que c'est assez lisible, c'est que dans le top je mets une menu bar là-haut. Je mets un seul menu par contre avec un menu qui s'appelle File et un item qui s'appelle Kit.
Et à l'intérieur, au centre ici, je mets un flow pane qui est simplement l'équivalent du flow layout. Donc ça veut dire que lorsque je vais redimensionner mon écran, mon affichage, les éléments vont passer à la ligne s'il n'y a plus assez de place pour les afficher sur une seule ligne. Donc là, avec simplement 2 boutons. Est-ce que vous trouvez que c'est assez lisible? Ça, c'est pas trop difficile à comprendre. Donc, plutôt que de voir du code Java pur et dur, c'est un peu plus lisible que. C'est un peu plus lisible. Il y a quelqu'un qui peut. Il y a des réflexions sur l'écran, ça veut dire. Si vous êtes familier de JSF et consorts, en FXML, on a aussi la possibilité, d'ailleurs il le faut, en général on va l'avoir, d'avoir un contrôleur. Donc le contrôleur, c'est tout simplement le back-end de votre FXML. Donc un contrôleur va toujours implémenter l'interface initializable et du coup je dois redéfinir la méthode initialize. Quand on était en version 2 de JavaFX, ils ont parlé de dire que c'était peut-être plus nécessaire d'implémenter initializable pour la version 8. C'est toujours pas le cas, donc il faut toujours implémenter initializable, sinon ça ne fonctionne pas. Donc l'URL ici, c'est des ressources, je crois, où le fichier à charger, et ça c'est simplement pour l'internationalisation, donc classique. Donc comment on va lier le tout? Je reprends mon FXML de tout à l'heure et je vais lui coller un petit attribut FXController qui va être le nom de la classe complète de mon contrôleur. Du coup, j'ai ma classe SuperController ici, avec 2 choses assez intéressantes. C'est j'ai un bouton à noter de @fxml et j'ai une méthode également à noter de @fxml qui prend un action event. Ce qui est intéressant, c'est que dans mon FXML, mon bouton qui est là, il a l'attribut fxID et la valeur de cet attribut-là doit correspondre au nom d'une variable d'instance de votre contrôleur. Et du coup, votre bouton est lié derrière à votre bouton Lotcode. Donc si vous avez besoin de jouer avec Lotcode, appliquer de la CSS, etc., vous allez pouvoir. Donc directement ici. Remarquez que ici, je n'instancie nulle part le bouton. Il ne faut pas l'instancier, c'est le lien qui est fait directement avec le FXML, vous n'aurez pas besoin de le faire vous-même. Ma fameuse méthode doSomething ici, vous voyez qu'elle est appelée ici dans l'attribut onAction, c'est lorsque je vais cliquer sur mon bouton. Par contre, elle est préfixée d'un dièse. Donc du coup, dans votre FXML, lorsque vous allez vouloir appeler une méthode de votre FXML, c'est dièse le nom de la méthode. Donc c'est pour ça que vous avez ça. On est en Java, donc forcément, tous les fxID, onAction, etc., c'est case sensitive. Donc, vous n'allez pas pouvoir mettre n'importe quoi, n'importe où. Il y a quelques attributs du FXML dont on ne parle pas souvent, par contre ils sont assez pratiques quand on regarde la doc. Et quand on les met en pratique, c'est le fxDefine dans un premier temps qui vous permet de définir des variables entre guillemets dans votre FXML et de les réutiliser dans votre FXML aussi, de les référencer plusieurs fois. Donc par exemple ici vous voyez que j'ai un bloc fxDefine et je lui mets un petit double qui a un nom, donc avec le fxID, myDouble et une valeur. Et vous voyez que je l'utilise dans un text field où simplement je l'affiche en fait et je lui dis bah, tu prends ma variable, je lui dis par un $, qui s'appelle myDouble. Et du coup le texte qui sera affiché dans mon champ de texte par défaut, ce sera 20.0. Ça c'est assez pratique et je vous montrerai un exemple concret tout à l'heure. C'est lorsque vous allez vouloir par exemple aussi définir des composants, vous allez pouvoir les définir dans votre fxDefine, les mettre dans des listes et ensuite les afficher dans un menu par exemple. Donc ça vous permet d'avoir votre instance de composants déclarée dans votre FXML entre guillemets de manière globale et de l'utiliser plusieurs fois dans votre FXML. Donc ça c'est assez pratique. Je vous montrerai pourquoi ça peut être pratique. Le fxFactory c'est quelque chose qui vous permet d'appeler une méthode statique d'une certaine classe. Ici, par exemple, vous voyez que j'ai une classe NetworkUtils qui contient une méthode statique qui me renvoie une liste de chaînes de caractères et qui s'appelle getObservableIPs. L'Observable List, c'est un truc JavaFX qui est l'évolution d'une collection normale, entre guillemets, d'une liste, d'une array list, etc. Et sur lequel vous allez pouvoir appliquer des événements, donc émettre des écouteurs. Donc si vous ajoutez des éléments dans votre liste, vous allez pouvoir être notifié de changement. Je reviendrai là-dessus plus tard. Et vous voyez que cette méthode-là,
j'ai décidé de l'utiliser pour remplir une combo box, ici. Une combo box, c'est simplement les combo box normales. Et les items, plutôt que de le mettre manuellement, etc., j'ai décidé d'appeler ma méthode getObservableITs, qui est là, grâce non seulement à dire que j'utilise ma classe NetworkUtils avec l'attribut fxFactory, j'appelle cette méthode-là. Donc du coup, j'aurai dans ma liste des items une entrée par élément de ma liste. Vous avez aussi fxCollections qui vous permet de créer directement dans votre fxml des collections JavaFX. Donc ça, dans certains cas, vous êtes obligé de le faire si le composant ne définit pas, par exemple, une valeur par défaut pour votre liste. Le fx référence, c'est ce dont je parlais un tout petit peu tout à l'heure avec le fx define. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez que je suis en train de définir un tab pane, donc c'est simplement un conteneur avec des onglets, et que, pour une raison totalement débile, c'est que ce tab pane, je le mets dans une collection. Ici, vous voyez que j'ai une liste qui va, j'appelle fxCollection, qui va me créer une observable arraylist. Donc si je scroll un tout petit peu, vous allez voir la fin. Qui est là, donc c'est une méthode statique de la classe fxCollections. Et à l'intérieur, j'y mets mon tab pane. Donc il est déclaré là, je fais référence ici, mais après rien ne m'empêche de l'utiliser ici pour le mettre au centre de mon border pane. Donc c'est ça qui est assez pratique. C'est que pour une raison X ou Y, j'ai envie de le mettre dans cette collection-là, mais j'ai aussi besoin de l'afficher. Donc du coup, pour y faire référence, c'est fxReference. Et je passe le fxID que j'ai défini tout là-haut. Est-ce que vous avez envie de voir un peu de code? Oui. Ouais. Donc on va vous montrer un peu de code. Donc dans SlidesShow FX, j'ai plusieurs fxml, dont un fichier qui s'appelle slideshowfx.fxml. Vous voyez au fond où ça va? Ça va? Dedans, je vais y mettre un border pane qui est là, et je définis un certain contrôleur qui est là. Donc si je vous le montre, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est la classe qui implémente initializable. Vous voyez que dans mon fxml, il y a des choses que je n'ai pas dit tout à l'heure parce que j'avais pas envie et que je n'ai pas mis sur mes slides. Vous avez des directives import. Donc en fait, tous les composants, tous les objets, toutes les classes que vous voulez utiliser, c'est à la manière d'une classe, on va dire classique. Vous avez une directive import. Petite chose à noter, c'est que même les classes qui sont dans java.lang, on n'a pas besoin de les importer de manière générale, dans un fxml il faut, c'est pour ça qu'ici vous voyez mon java.lang.num. Vous voyez aussi que j'ai ici une balise stylesheet, j'y reviendrai plus tard. Et après, j'ai mon fameux bloc fxDefine. Donc dans fxDefine, je me suis dit, dans l'appli, j'ai une toolbar avec des icônes, et j'ai envie que chaque bouton de ma toolbar ait la même taille. Par contre, si un jour j'ai envie de changer la taille de mes boutons, j'ai pas envie de me taper 24 boutons et de faire un pommage ou je sais pas trop quoi pour remplacer 20.0 partout par 40. Donc je me suis dit, je vais créer une variable ici, enfin deux variables, toolbar icon width et icon height, et je vais leur mettre la valeur 20. Et plus bas dans mes éléments, vous voyez que ici j'ai une image view, c'est simplement un composant qui me permet d'afficher des images. Je lui dis que en fait l'image aura une taille de ma variable, une hauteur de ma variable et une largeur de ma variable. Du coup, ça me permet de factoriser entre guillemets des valeurs. Ça, c'est des types primitifs, c'est sympa. Par contre, vous voyez aussi que j'ai pas mal de composants. Donc un menu item, c'est simplement une entrée de menu. Donc je vais aussi les créer ici. Paf, j'en ai plusieurs. Et pourquoi je les ai faits? Tout simplement parce que je me suis dit, quand je démarre mon appli, il y a des boutons que je veux désactiver, notamment les boutons pour démarrer une presse, etc., puisque je n'ai pas de presse d'ouvert, donc ça ne sert à rien, entre guillemets, d'avoir ces boutons valides en termes de UX. Donc ce que j'ai fait, je les ai tous créés ici. Et vous voyez un peu plus bas, je vais descendre, tac, que je définis
des collections, ici, et je vais y mettre certains éléments de menu, ou certains items que j'ai créés plus haut, donc j'y fais référence. Mais par contre, le new menu item, qui est là, il est également utilisé dans un menu qui est là, qui est file de ma menu bar dans mon top de ma vue. Donc là, je fais référence à une variable que j'ai créée plus haut, donc du coup, je peux l'utiliser à deux endroits dans mon fxml. Donc ça, c'est assez pratique. Qu'est-ce qu'il y a de sympa? Donc là, j'ai pas mal de fx références aussi, hein, partout. Ici, petit détail, vous voyez peut-être que je charge une image avec une URL un peu louche, qui commence par une arrobase. C'est simplement pour dire que le chemin qui est là, il est absolu par rapport à l'archive dans laquelle je suis. Donc en gros, par rapport à mon jar. Donc lui, après, il va remplacer l'arrobase par le chemin complet sur le file system. Sinon, il ne va pas vous trouver. Vous pouvez mettre des chemins relatifs, etc. Et vous voyez aussi, bon, vous ne le savez pas, mais je vous le dis, que ça, par exemple, c'est un composant perso que j'ai fait. Donc dans un fxml, je peux inclure aussi des composants perso que moi j'aurais développés. Donc ça, c'est assez pratique aussi. J'ai pas besoin de faire plus de choses que ça. Et un composant, c'est relativement simple aussi. Le copyright, on s'en fout. Du moment que tout est importé ici. Est-ce que vous avez des questions par rapport au fxml? Yep. Est-ce qu'on peut importer d'autres fxml à l'intérieur d'un fxml? On peut importer des fxml dans un fxml en faisant, je crois, c'est fxparent ou fxinclude. Donc c'est possible. Le composant perso, là, que tu as fait, il utilise le même contrôleur que celui-là ou il a son propre contrôleur? Un composant, en fait, là c'est une bonne question. Est-ce qu'un composant, en gros, ici, utilise le même contrôleur de mon fxml? En fait, un composant, peu importe quel qu'il soit, n'a pas de contrôleur associé. Par contre, ce que je peux faire, c'est que ici, vous le voyez, j'ai mis un fxid sur mon composant, donc du coup, il est déclaré, ou déclarable, en tout cas, dans mon contrôleur. Donc si là, je regarde, effectivement, il est déclaré ici, comme n'importe quel autre composant, avec @fxml, il est private, je n'ai pas besoin qu'il soit public, hein. Parfois quand vous faites du CDI, ce genre de choses-là, il faut que les choses soient publiques avec getter, setter et compagnie. Là vous n'avez pas besoin, le private ça marche, et du coup j'ai une variable qui est instanciée aussi. Et donc là vous voyez notamment que j'ai tous les éléments qui sont utilisés par mon fxml et que j'ai besoin côté backend, donc je les référence avec un @fxml, et j'ai également des méthodes ici, private void open presentation, qui sont également annotées par @fxml, donc du coup elles sont appelées par ma UI. Donc quand je clique dessus, ça va exécuter ce truc là. Le action event, c'est la même chose qu'un Java WT action event, c'est la même chose, c'est juste la source, enfin c'est juste un objet qui contient la source, etc. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais. Un composant qui est déclaré en haut, il peut être affiché deux fois du coup sur la même interface? En fait, c'est là, ça c'est une bonne question. Est-ce que je déclare dans un fxdefine un composant et je peux l'appeler ou l'afficher n fois? Non, ça marche pas. En fait, le fxdefine n'est pas un élément d'affichage. C'est juste un truc qui va dire je déclare une variable, j'instancie une variable, c'est comme faire un new je sais pas quoi, là, new button par exemple, etc. Et ensuite je le référence. Le fxdefine n'est pas un bloc d'affichage, c'est uniquement un bloc déclaratif. Par contre, si vous avez ajouté par exemple un composant deux fois dans la vue, c'est au dernier endroit où vous l'avez utilisé où il sera affiché. Classique comme du swing. Du coup, je comprends pas quel est le véritable intérêt du fxdefine par rapport à mettre déclarer les choses en statique. Alors, quel est l'intérêt d'fxml par rapport à tout créer en code? L'intérêt principal, c'est que ça, je peux le donner à un web designer. En gros, il connaît un peu la syntaxe. Du coup, il va pouvoir le styler. Enfin, pas web designer, mais des personnes qui savent un peu faire. J'ai fait très longtemps du flex, c'est très proche de ça. Tu as un langage XML qui déclare des interfaces. Ah, ça toujours, ouais, c'est pas inspiré de. Enfin, c'est pas nouveau, quoi. Ouais, moi je dis que c'est nouveau, que c'est pas nouveau. Et je suis pas forcément d'accord avec toi. Les composants graphiques, il faut quand même vachement connaître la technologie d'utilisation pour avoir les champs. Il y a un éditeur
éditeur qui permet de le faire. Ouais, je vous montrerai un éditeur tout à l'heure, mais oui, il faut connaître un peu les composants, mais je veux dire, c'est comme lorsqu'on va vouloir faire du web, il faut savoir que le button, il a l'attribut type, etc. On est dans la même problématique. Ce que je vous propose, c'est de continuer la presse en vous parlant un peu personnalisation de vos IHM. Donc si vous avez déjà fait du swing, etc., il y a pas mal de librairies qui existent pour définir vos composants, changer le style de vos composants. En JavaFX, vous avez la possibilité de faire du CSS. Donc c'est pas du CSS HTML comme vous le connaissez tous, c'est du CSS JavaFX avec des propriétés qui sont toujours préfixées par -fx, quelque chose. Donc vous avez la possibilité de faire du CSS de manière inline, c'est-à-dire que vous allez, sur chaque composant, vous allez avoir l'attribut style, et paf, vous tapez votre style CSS, il n'y a pas de souci. D'inclure des feuilles de style si vous avez envie aussi de définir le style de manière programmatique. Donc à la fois ajouter des classes CSS, charger des fichiers CSS, ou définir le style d'un élément unique enfin le style d'un élément unique. Le truc qu'on n'évoque pas forcément en général en JavaFX, c'est que, comme en web, vos éléments, ils ont un état. Donc le fameux pseudo-state, hashover, clicked, pressed, etc., etc. Et vous allez même pouvoir utiliser des pseudo-state custo. Donc ça, c'est intéressant, et je vous montrerai un exemple tout à l'heure. Et ce qu'il faut savoir également, c'est qu'un composant, enfin chaque composant a une classe CSS associée. Et de manière générale, c'est toujours le nom de la classe Java qui sera le nom de la classe CSS. Donc là, typiquement, pour un bouton, c'est .button, pour un text field, c'est .text-field, etc., etc. En général, ça respecte cette convention-là. Donc comment ça va fonctionner? Là, vous voyez que j'ai un anchor pane. Donc l'anchor pane, c'est comme, je ne sais plus comment il s'appelle sur Swing, c'est pour faire du positionnement absolu. Sur Swing, j'ai un trou là, je ne sais plus. Donc il ne va simplement pas se redimensionner ou redimensionner les éléments, c'est à vous de définir sa taille, etc. Mais ça, c'est pas le propos. Vous avez ici une balise stylesheets dans laquelle vous allez pouvoir mettre autant d'URL que vous le souhaitez pour charger des fichiers CSS qui sont contenus dans votre appli. Donc là, typiquement, je lui dis, tu me mets une URL avec mon fameux arrobas pour dire que c'est un chemin absolu par rapport à mon archive, et vous mettez le chemin de votre CSS. Vous avez aussi la possibilité, du coup, comme je vous l'ai dit, de faire de l'inline, donc avec l'attribut style, et vous avez ici fx background color à red, donc du coup ça va mettre le fond de votre bouton en rouge. Donc c'est là que vous voyez que les propriétés CSS ne sont pas les mêmes que du HTML classique. Et vous pouvez aussi mettre des classes CSS directement comme ça. Avec l'attribut classe, vous mettez autant de classes que vous voulez séparées par des espaces. Et si vous n'aimez pas les espaces, vous avez aussi, pour chaque composant, vous avez une balise style class dans laquelle vous pouvez mettre autant de strings que vous le voulez une par une, c'est un peu plus lisible. Surtout que ici, si vous mettez des espaces, parfois quand vous relisez un peu vite votre code, vous avez un défaut CSS, vous n'allez pas forcément avoir à l'œil nu qu'il vous manque un espace ou une connerie comme ça, ce genre de choses-là. Parfois, c'est un peu tricky à détecter visuellement rapidement. Donc on cherche, et bien en fait c'est un espace qui foutait un peu la merde. De manière programmatique, donc vous avez un bouton, donc là c'est l'instance d'un button, ici. Je lui applique directement le style de manière programmatique, et ici vous avez une liste de chaînes de caractères, getStyleClass, qui vous permet d'ajouter autant de classes CSS que vous avez envie d'ajouter à votre composant. Et du coup, vous voyez que le fameux style class ici, ça représente en fait aussi l'attribut, enfin la balise que vous pouvez définir dans votre préfixe ML. Les fameux pseudo-states. Alors pourquoi j'ai envie de vous parler de ça un tout petit peu, c'est que parfois, quand on clique sur une ligne ou ce genre de choses-là, on a peut-être tendance à rajouter une classe CSS ou ce genre de choses-là. Moi, je trouve que c'est un peu faux, puisque l'état, le fait que j'ai cliqué ou que ma ligne est actionnée, c'est pas une classe CSS, c'est un état. Donc c'est pour ça que je préfère utiliser un pseudo-state qui va me changer le skin de mon élément. Surtout que si vous utilisez des classes CSS, vous voulez les ajouter, supprimer, etc., il faut faire assez attention parce qu'il faut toujours supprimer l'ancienne instance et toutes les instances, sinon vous risquez, quand vous voulez faire entre guillemets je clique, déclique, etc., vous risquez d'avoir certains soucis. Du coup, il y a la fausse classe CSS qui est appliquée, etc., etc. Donc comment j'utilise des pseudo-states cette fois-ci perso? Alors, en sachant qu'il y en a déjà qui existent
de manière classique en JavaFX. Ici, j'ai la classe pseudo-state, pseudo-class, pardon, pour un get pseudo-class. Je lui passe un état que j'ai envie, donc là c'est typiquement custo, j'ai mis awesome pour que vous voyez que c'est absolument pas un truc, on va dire, standard dans la techno. Et ensuite sur mon bouton, je peux lui dire, pouf, je change d'état, et je passe en état qui est là. Et ça va me permettre soit d'utiliser mon pseudo-class, mon état, soit sur toutes les instances de boutons. Donc là, typique, c'est du web un peu classique, j'ai envie de dire. Donc sur tous les boutons qui ont l'état awesome, je vais mettre une couleur de texte orange. Et si j'ai envie de l'appliquer à un seul élément, donc soit un ID, soit une classe, soit vraiment un sélecteur un peu plus complexe, parce qu'il y a les CSS sélecteurs qu'on connaît en web, je vais pouvoir le dire ici, en disant que ici, par exemple, j'applique mon état awesome. Lorsque mon état awesome sur un bouton spécifique identifié par un ID, je lui applique une couleur de texte un peu verte. Retour d'expérience avec SlideshowFX, moi ça m'a permis en fait de faire assez simplement une toute nouvelle skin de mon appli. Donc en gros j'ai pris des screenshots d'IntelliJ, je suis aussi allé sur le GitHub IntelliJ, j'ai piqué les couleurs, etc. Et du coup ça m'a permis de changer tout le skin de mon application pour être un peu plus sombre, etc. Donc c'est assez sympathique. Ça se fait en programmation aussi, c'est bien, c'est jour-nuit par exemple, GPS, on fait une application GPS qui fait jour-nuit, ça se fait tout seul. Voilà, par exemple, on peut effectivement appliquer des CSS jour-nuit, etc. Ce genre de choses-là, c'est possible. Donc c'est assez simple à mettre en œuvre dans le sens où CSS, bon, je suis pas un féru de CSS, je suis pas un féru du web, etc. J'ai quand même des bases CSS, donc ça m'a permis de les appliquer directement à JavaFX. Bien sûr, j'ai dû lire un peu la doc qui est fournie par Oracle pour savoir les propriétés qui sont dispo, mais c'est pas forcément compliqué. Donc ça m'a permis de faire des choses assez sympas. Par contre, c'est pas toujours simple. Dans le sens où parfois il faut identifier toute l'architecture de composants pour appliquer un style précis, genre la flèche d'un title pane. Il faut l'identifier d'un point de vue CSS sélecteur. Donc ce que je vais vous proposer, c'est encore une fois de vous montrer du code un peu concret. Donc là, vous voyez que je vous avais dit que j'avais déclaré 2 CSS ici. Donc le default, ça me permet en fait d'appliquer un thème, on va dire les valeurs globales à l'ensemble de l'appli. Et slideshowfx.css, c'est tout simplement pour cet écran-là, si j'ai envie de redéfinir un truc un peu particulier. Donc je vais vous montrer en fait le CSS principal et vous dire comment moi je l'ai mis en œuvre et comment j'ai décidé de faire de la CSS dans l'appli. Donc vous voyez ici que j'ai un élément qui s'appelle .root, donc ça s'applique en fait à tout l'écran. Donc c'est pour définir à la fois des variables, définir des valeurs globales, des couleurs globales, etc. etc. Vous voyez aussi que j'ai des choses qui n'existent pas forcément. AppColor Background, c'est un truc qui n'existe pas, c'est un truc perso. En fait, c'est simplement j'ai simplement variabilisé un code couleur afin de l'utiliser un peu partout dans l'appli, dans les éléments. Donc ça me permet tout simplement que si j'ai envie d'appliquer cette couleur-là, RGB 60, 63, 63, je peux l'appeler entre guillemets en faisant référence au nom de ma variable. Donc au lieu de mettre RGB 60, 63, 63 partout, si j'ai envie de la changer un jour, je la modifie uniquement ici, dans ma variable, et puis ça s'applique partout. Donc ça, c'est une bonne pratique qu'on aime bien mettre en œuvre. Donc j'en ai défini plein, hein, comme vous le voyez partout. Là, j'ai fait des trucs pas bien, voilà. Vous voyez aussi que j'ai certaines fonctions CSS pour faire des dégradés. Donc j'ai du linear gradient, le machin là, radial gradient, etc. etc. J'en ai quelques-unes, j'en ai 3 je crois. La syntaxe, il faut savoir l'appréhender. J'ai dû regarder assez souvent la doc pour essayer de comprendre. En gros, je lui dis que la première couleur commence à 0% en X et à 0% en Y. Elle va à 100% en X jusqu'à 100% en Y. Je commence avec la couleur 7F7F7F7 à 0%, donc tout en haut. Et je finis avec la couleur 74. Donc c'est pas la Haute-Savoie, c'est juste un effet, hein. C'est pas le département 74 de PT x3. Et je vais jusqu'au fond, jusqu'à 100% de mon bouton. Donc jusqu'au fond de mon bouton, jusqu'au bas de mon bouton.
Donc là, vous voyez que j'en utilise aussi pas mal ici, donc c'est assez pratique si vous avez envie de faire des effets un peu sexy. Il y a aussi des variables, enfin des méthodes qui s'appellent dérive et une autre fonction qui vous permet de dériver une couleur. Donc du coup, vous avez une couleur de base et vous la dérivez par exemple de 50% ou moins 50%, donc en fonction que vous voulez la faire plus claire ou moins claire. Et ça vous permet en gros de rester dans le même ton de couleur. Donc plutôt que d'avoir des sapins de Noël, une interface sapin de Noël, vous avez un truc un peu plus sexy. Et par contre ici vous voyez aussi que je définis le fond par défaut avec ma variable que j'ai créée plus haut. Donc c'est ça qui est assez pratique, c'est que maintenant si je veux utiliser cette couleur là, je peux l'utiliser un peu partout. Donc là vous voyez que je l'utilise aussi ici, etc., etc. Donc là vous voyez que je définis par exemple la CSS des textes ARIA, du contenu des textes ARIA et des textes fields. Après, j'ai des choses un peu plus complexes, donc je vais lui dire que si tu trouves un menu dans un menu button, dans un menu bar, tu appliques aussi un CSS. Vous voyez certains états, donc ça c'est un pseudo-state qui est fourni par JavaFX, qui est showing, donc c'est lorsque mon menu est affiché, j'applique une CSS. Donc sur le menu d'une menu bar qui est en train d'être affiché, j'applique un certain fond. Donc ça c'est pour les états. J'ai un truc un peu plus sexy qui est rigolo. Ici vous voyez le CSS Selector avec une sélection directe, donc les enfants directs. Donc là, une arrow qui est enfant direct de write container, qui est enfant direct de menu item. Pour trouver ce genre de choses là, il faut utiliser un outil que je vous montrerai tout à l'heure, parce que sinon c'est un peu galère. Donc là j'ai de nouveau du hashover, donc voilà, ça c'est du classique aussi. Qu'est-ce que j'ai encore? Donc là j'ai des trucs un peu plus complexes. Et après je voulais juste vous montrer encore un truc un petit peu plus sexy qui pourrait peut-être vous intéresser dans certains cas. On a souvent tendance à vouloir mettre des icônes, et c'est vrai que quand on fait une application, parfois en fonction de la résolution d'écran, l'icône peut être un peu pixelisée, donc c'est un peu moyen. Donc si vous avez parfois des besoins, on va dire relativement simples, afficher une flèche, un carré, un rond, ce genre de choses là, sur en général tous les éléments, vous avez l'attribut FXShape qui vous permet en fait de passer un chemin SVG. Donc ça c'est assez pratique. Donc là typiquement pour les split pane, un split pane c'est ce qui vous permet de redimensionner deux composants côte à côte par exemple. Le petit truc qui vous permet justement de draguer à droite, à gauche, etc., de redimensionner. En JavaFX, vous pouvez lui donner une autre apparence que celle par défaut. Donc du coup, moi, ce que j'ai fait là, j'ai dessiné 3 petits points SVG. Du coup, j'ai mis la couleur que je voulais, etc., etc. Donc si j'avais voulu mettre un gros carré, j'aurais pu mettre un gros carré. Si j'avais voulu mettre carré, rond, carré, j'aurais mis carré, rond, carré, etc. Le tout que vous fassiez du SVG. Donc c'est assez pratique. Et c'est interprété en natif. Vous avez aussi l'objet SVG pass qui va vous permettre d'insérer directement un chemin SVG dans votre appli. Donc du coup, si vous voulez mettre un gros logo, ça peut être assez sympa. Si vous le dessinez en SVG, vous pouvez redimensionner votre écran comme vous voulez, il ne sera jamais pixelisé. Donc c'est assez sympathique. Et dans une toute vieille application que j'avais faite il y a 4 ou 5 ans, j'avais fait un tweet wall et j'ai affiché aussi les statistiques avec un nombre de tweets par heure. Et ça, c'était un graphique. Et en fait, chaque point du graphique, c'était le logo de Twitter, mais en SVG. Donc du coup, c'était un truc un peu sympa, sur lequel j'avais mis un dégradé, j'avais mis une shadow, etc. Donc on arrive à faire des choses assez sympas, et du coup, peu importe la résolution de mon écran, je suis redimensionné, c'est top, c'est sympathique. Donc voilà, pour du CSS relativement... voilà. Il y a des choses qui sont un peu compliquées à trouver, notamment sur certains composants, on va dire, qui sont fournis de base. Il faut utiliser un outil comme FX Scenic View par exemple, que je vais vous évoquer tout à l'heure, pour justement voir toutes les classes CSS et toute l'arborescence des composants. Donc ça, c'est assez pratique. Les propriétés. Donc ça, les propriétés, c'est un truc assez génial en JavaFX, et c'est un petit peu le cœur de JavaFX. C'est un peu comme des wrappers qu'on connaît, donc les integers, les double version object, et c'est assez pratique puisque je vais avoir la possibilité de faire de l'événementiel sur le changement des valeurs des propriétés. Donc j'ai toujours les classes de base, integer, property, double property, boolean property, short property, etc., etc., avec des implémentations basiques qui sont new, simple, xxx,
et XXX property. Donc, voilà. Donc là, j'en définis certaines, et vous avez aussi object property qui vous permet en fait de faire une propriété sur n'importe quel objet. Donc si vous faites un Peugeot, vous avez la possibilité de le mettre directement en propriété. Et comme je vous le disais, vous avez à la fois de l'événementiel, mais vous avez aussi du binding. Donc là, par exemple, je déclare deux propriétés entières, et je dis que P1 ici est lié à P2. Donc ça veut dire que dès que P2 va changer, P1 va avoir la valeur de P2. Donc ça peut être assez pratique. Donc là, si je fais P2.set de 10, que j'affiche P1, je verrai 10 affiché aussi. Donc ça, c'est du binding unidirectionnel. Si vous voulez faire du binding bidirectionnel, vous avez la méthode sur les propriétés qui est bind bidirectionnel. Et du coup, peu importe quelle propriété va changer, l'autre va se mettre à jour en fonction de la propriété qui a changé. Donc là, si je mets P2 à 10, P1 va valoir 10, mais si je mets P1 à 20, pardon, P2 va avoir 20 aussi. Donc là, c'est assez pratique. Il y a un truc à savoir, c'est que si vous faites du binding, et que vous essayez ensuite de modifier la valeur d'une propriété qui est bindée à une autre, vous allez avoir une exception de type binding exception, je ne sais plus trop quoi, vous essayez de modifier la valeur d'une propriété qui est déjà liée à une autre, etc. etc. Donc vous n'avez pas la possibilité de faire tout et n'importe quoi. Par contre, vous avez la possibilité d'unbinder, si ça se dit, avec la méthode unbind. Donc ça, c'est assez sympatoche. L'événementiel, c'est ça qui est super intéressant. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette problématique-là d'être notifié, entre guillemets, de changement dans une liste. Vous avez déjà eu ça? Vous aimeriez réagir à un ajout dans une liste, une suppression dans la liste, etc. En JFX, vous avez la possibilité de faire ça avec les listeners aussi, mais ça s'applique à toutes les propriétés. Donc ici, par exemple, je crée une propriété, je lui dis que je vais ajouter un listener, donc là je fais une lambda, donc c'est simplement un change listener qui prend l'observable value, donc en gros c'est la propriété qui a changé, l'ancienne valeur, la nouvelle, et du coup vous pouvez faire certaines choses dessus. Donc là, lorsque je vais faire ça, int p1.set de 10, il va m'afficher change. Après, je peux avoir la valeur, si j'affiche new int, j'ai la nouvelle valeur, donc là, en l'occurrence 10. Par contre, si vous inversez ces quelques lignes-là, vous faites d'abord le set et ensuite vous ajoutez le listener, trop tard. Entre guillemets, le premier changement aura déjà eu lieu, donc ça ne va pas être levé. Donc pour les listes, vous avez la même chose, donc c'est les listes change listener, etc. Et vous avez la possibilité de savoir les éléments qui ont été ajoutés, supprimés, etc., etc., etc. Et vous pouvez jouer avec. Avec les propriétés arrive toute une nouvelle façon de développer les Peugeot, que moi j'appelle les Peugeot 2.0. Plutôt que d'avoir simplement une chaîne de caractères en attribut de ma classe, j'ai cette fois une propriété. Donc là, ça va être une string property. Et après, il y a des nouvelles conventions qui viennent. Le getName et le setName, donc les getters et setters sont toujours là, renvoient toujours la valeur, on va dire, sous-jacente de la propriété. Donc si c'est une string property, ça va renvoyer une string, etc., etc. Il y a un troisième accesseur qui va être créé, qui doit toujours avoir le nom de la variable d'instance suffixée par property. Et ça renvoie directement la propriété. Donc ça vous permet ensuite, lorsque vous avez une instance de conf, de récupérer le nom et de la binder sur un champ de texte par exemple. Comme ça, le champ de texte a toujours la valeur de la propriété name de votre conférence. Et si vous faites du bind bidirectionnel, lorsque vous changez la valeur dans le champ de texte, c'est répercuté directement dans votre projet. Donc là, ce que je fais, je crée une conférence et justement, vous voyez que sur un champ de texte qui a la valeur text property, je fais un bind bidirectionnel de ma propriété name. Donc du coup, lorsque l'un change, l'autre est mis à jour automatiquement. Le text property, c'est simplement la valeur qui est insérée dans le champ de texte. Gros souci des Peugeot 2.0, c'est que toutes les propriétés, elles ne sont pas sérialisables. Donc si vous avez envie de l'envoyer ou de le sauvegarder dans un fichier, ça ne marche pas. Donc comme on est en Java, on a pensé à une version Peugeot 1.5 et comme on est en Java, c'est verbeux. Et c'est très verbeux. Et ça, on n'en parle pas souvent dans les confs non plus. Donc en gros,
dans une conférence, je vais avoir un objet en plus de ma variable d'instance, enfin de mes variables d'instance, qui est un property change status. Et il va être lié à l'instance courante en général, parce que quand un changement opère dans l'instance, ici, il faut que je sois notifié. Avec ce property change status, il faut que je crée toute une pléthore de méthodes pour que lorsqu'un listener est exécuté, bah, je sois notifié. Si je ne les crée pas, ça ne marche pas. Donc là, c'est toutes des propriétés, c'est que des méthodes, on va dire, standards d'un property change status. Et c'est simplement pour lui dire que lorsque je lui mets un change listener, je fais telle chose sur mon property change status, donc il faut qu'il soit enregistré aussi. Donc ça, c'est quand je fais un add listener. Lorsque j'en supprime un, bon, bah, il faut le supprimer aussi, ce serait sympatoque. Mon appli commence à bugger. C'est normal, elle n'est pas en prod encore. Paf, donc j'ai un remove, j'ai un add property change listener, un remove. Donc ça, tout ça, c'est des méthodes qui sont liées au property change status. Et après, il y a des variables, enfin il y a la méthode set qui va un petit peu changer. Donc, il faut stocker, on est obligé de stocker l'ancienne valeur, sinon ça ne marche pas. Je la stocke, je change la valeur de ma propriété, donc de mon name. Donc je lui dis, bah, je prends le nouveau nom, là, pouf. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai fait un set, c'est une string. Mauvais copier-coller. Donc là, c'est this.name égale name. Et après, je lui dis, attention, mécanisme JavaFX, un changement à opérer sur une propriété qui s'appelle name, l'ancienne valeur et la nouvelle. Et ça va permettre d'être notifié des changements en mettant un listener. Donc du coup, là, ça va fonctionner. Mais c'est pas fini. Je ne bosse pas chez SFR. Je crée ma conf. J'ai un Java Bean String Property Builder. J'ai aussi un Java Bean Integer Property Builder, Object Trucmush Property Builder, etc., etc. Je le crée. Donc c'est juste un new. Et là, je crée une propriété d'un Java Bean classique. Donc là, je vais créer une vraie name property. En gros, ici, tout ce code-là, c'est comme si je faisais string property name égale new string property. Ou new simple string property. Et pour la créer, je suis obligé d'utiliser mon builder précédemment instancié là-haut. Je lui dis qu'il va s'appliquer sur le bin qui est là, donc cette instance-là, qui s'applique à une propriété qui s'appelle name. Donc si j'avais logo, ça aurait été logo. Vous avez aussi les méthodes getter et setter si jamais vous avez des getter et setter qui ne respectent pas les conventions standards de nommage des getter setter. Donc là, j'en ai pas besoin, c'est du défaut, ça marche bien, c'est getName et setName. Et ensuite, je la build. Donc là, j'ai une propriété. En gros, j'ai une string property en 1 milliard de lignes de code. Et après, je suis capable, sur ma propriété, de mettre un listener. Et pareil, après, de faire ce que je veux. C'est un peu hardcore. Par contre, c'est nécessaire si vous êtes dans une phase de migration Swing ou SWT, etc., vers du JFX. Vous n'allez pas changer d'un seul coup tous vos POJO. Ça vous permet en gros d'ajouter entre guillemets des trucs, on va dire standards, des petits agréments en plus, de garder les getName qui existaient, etc., et de les sérialiser. Donc, ça peut dépendre du besoin, vous pouvez en avoir le besoin. Donc voilà. Je vais vous parler de 3 contrôles. Il y en a plein, hein. Les contrôles, c'est les éléments qu'on affiche, les éléments graphiques, les boutons, etc., etc. Je vais me concentrer sur 3, tout simplement parce qu'ils sont un peu compliqués dans certains cas à utiliser. Ou alors que j'ai constaté des bugs. Donc c'est là qu'il faut couper la vidéo. Le premier, c'est l'image view. Pour créer une image view, en gros l'image view c'est simplement un élément graphique qui vous permet d'afficher l'image. Donc dans du FXML, j'ai l'attribut, la balise image pour une image view, et je vais simplement créer une image en lui passant une URL. J'ai d'autres attributs que je peux utiliser ou pas, notamment ici le preserve ratio, c'est si jamais vous le redimensionnez, il va garder ratio. Le background loading, c'est si il doit charger l'image en arrière-plan. Et si jamais vous n'avez pas envie d'afficher l'image en taille réelle, vous pouvez définir le requested height et width
qui en gros va redimensionner votre image. Si vous ne les spécifiez pas, l'image aura sa taille réelle. Donc ça va, c'est facile. D'un point de vue code, vous avez la possibilité de créer une image de deux manières, soit en passant une input stream, là, soit en passant l'URL. Donc les deux correspondent soit à l'input stream de votre image, soit à l'URL de votre image. Et du coup, vous pouvez la créer new image avec l'URL, ça c'est pour le background loading, je crois, le booléen, soit en passant l'input stream. Et ensuite, l'input stream, vous la passez à l'image, et du coup, votre image, vous pouvez la créer, votre image vue, vous la créez avec votre image 1. Alors vous voyez que je vous mets une petite bullet point là, c'est pour vous dire de préférer dans certains cas d'utiliser le constructeur avec l'URL. Pourquoi moi dans Slideshow FX, il y a pas mal de modules OSGI, et certains modules OSGI ont une icône. Donc je dois afficher une icône ensuite dans mes toolbars. L'écran qui m'affiche ma presse, c'est un écran par onglet, hein, entre guillemets un écran par presse, et c'est sous forme d'onglet. Donc à chaque fois que j'ouvre une presse, je recharge tous mes modules, enfin je récupère tous les modules OSGI d'une certaine classe et j'affiche l'icône. Pour le premier, ça marche toujours. Pour la deuxième présentation ouverte en parallèle, mes icônes ne sont pas affichées. Alors pourquoi c'était pas affiché? Je me suis dit, bon, j'ai passé une input stream, c'est peut-être ça, il y a peut-être un bug, je sais pas. Du coup, j'ai passé l'URL. Là, ça a marché. Donc je suppose que peut-être, dans certains cas, avec l'input stream, le flux n'est pas fermé. Donc du coup, on n'arrive plus à la lire, je sais pas, JavaFX se prend les pieds dans le plat. Donc du coup, ça marchait pas. Donc c'est pour ça, moi, quand vous pouvez utiliser une URL, préférez l'URL, ça marche. L'input stream, ça marche de manière générale, mais moi, personnellement, dans un contexte OSGI où j'affichais plusieurs fois le même bouton je recrée un bouton pour un même module OSGI et l'icône ne s'affichait pas. Donc c'est un peu dommage. La WebView, c'est le composant qui est... comment on dit? C'est un composant qui est un peu buggé. Dans Slideshow FX, je me base que sur la WebView parce que en fait, Slideshow FX, ça me permet de créer des présentations HTML5 et le rendu est dans un navigateur interne. En gros, la WebView, c'est un navigateur interne. Sauf que ce truc-là, il est un peu buggé et les perfs ne sont pas toujours au rendez-vous. Par contre, il y a des objets il y a des éléments de la WebView qui pourront vous être utiles, notamment une propriété qui indique l'état de chargement de votre page. Donc là, j'ai simplement mis un seul exemple. Donc j'ai sur l'engine, donc ça c'est un web engine qui est contenu dans la WebView. C'est lui qui se charge de faire le rendu de votre page, etc. Je lui mets un listener, donc là pareil, c'est le change listener classique, la value, l'ancienne valeur et la nouvelle. Je lui dis que si jamais le nouvel état est succeeded, vous avez succeeded, loaded, loading et failed. Je crois que c'est 4 qu'on a. Si jamais l'état est succès, j'ai réussi à charger ma page avec succès, je peux manipuler le DOM. Donc là, typiquement, je récupère de nouveau mon web engine, je récupère le document, donc là c'est la classe du W3C qui est dans le JDK. Et je peux faire un getElement by ID, et ensuite, si jamais j'ai trouvé ma div, je peux récupérer le contenu HTML. C'est en gros le linéaire HTML de JavaScript. Donc là, ça peut être sympa, vous pouvez faire ce genre de choses-là, vous pouvez ajouter des éléments à la page directement aussi, si vous avez envie, ça peut être sympa. Il y a un truc que j'ai pas compris, mais que je comprends aussi, c'est un peu bizarre comme expression. Si vous avez une alerte JavaScript qui est déclenchée sur votre page, par défaut, ça n'affiche rien dans votre WebView. Et c'est là que je comprends pas. Je comprends pas pourquoi on a fait ce choix-là de, par défaut, ne rien afficher. Du coup, comme on est en Java, on a l'habitude, on aime faire des choses verbeuses, il faut définir les choses nous-mêmes. Donc on a une méthode sur le web engine, donc webview.getEngine, qui me permet de dire qu'est-ce que je fais lorsque j'ai une alerte JavaScript, lorsque j'ai une erreur JavaScript ou lorsque j'ai la fenêtre prompt JavaScript. Donc je peux le définir, c'est bien. Quelque part, ça nous dit que si j'ai une alerte, je peux afficher une vraie pop-up JavaFX en gros, et du coup, je reste dans mon appli, ça peut être sympa.
Là où je comprends moyennement la chose, c'est que j'ai pas forcément envie, lorsque je fous une WebView, de penser à punaise, il faut que, en fait, quand il y a une alerte, il faut que j'affiche la pop-up. Ça fait du développement, entre guillemets, pour rien. Enfin, perso, je trouve, surtout pour les besoins basiques, quoi. Si on n'a rien envie de faire, en plus que de l'afficher, bon, ça fait du dev pour rien. Donc, bon, voilà. Sachez-le, si vous avez envie de, si jamais vous faites de la WebView, vous mettez un alerte, moi j'aime bien foutre des alertes partout pour tester. Au final, il faut que j'ajoute du code dans JavaFX. Sachez qu'il faut le définir vous-même. Avec JFX 8, la notion d'historique a été améliorée, donc vous allez pouvoir récupérer l'historique de votre WebView, donc connaître le nombre d'éléments que vous avez visités, avoir la liste des choses que vous avez visitées. Ensuite, vous allez avoir la dernière date de visite, le titre et l'URL. Donc un peu des choses standards si vous avez envie de faire un pseudo-navigateur. Avec la WebView, moi j'ai un retour d'expérience, c'est que dans SlideshowFX, la WebView hérite du style de votre application JavaFX. Donc si vous avez défini un style pour vos boutons JavaFX, ils seront appliqués aux boutons de votre page web, aux boutons affichés par la WebView. Donc ça peut être bien, mais ça peut être moins bien. On a le droit de ne pas forcément vouloir ça. Donc du coup, la solution à faire, c'est que si vous, comme moi par exemple, vous affichez votre WebView ailleurs, vous dégagez les styles et puis basta. Par contre, il faut y penser. En termes de perf, là j'ai une presse de 100 slides en gros. Elle hack pas trop. C'est basé sur un WebKit, une vieille version, par contre pas la toute dernière je crois. Du coup là pour cette presse là j'ai pas énormément de soucis de perf. Parfois j'ai quand même pas mal de choses dans les logs qui me disent qu'il n'a pas réussi à réaliser les ressources pour tel composant, etc., etc. Un truc incompréhensible, et quand on passe sur les forums on ne sait pas trop d'où ça vient. Donc c'est moyen. Donc ça arrive ça c'est de l'HTML5, donc parfois les transitions 3D ça marche, parfois ça dépend desquelles, il faut bien les coder. Ça marche relativement bien. Dans certains cas, ça marche pas par contre. Et avec l'update 40, apparemment, je sais pas si c'est confirmé ou pas, il devrait y avoir une mise à jour du WebKit intégré, donc on espère des meilleures perfs. La table view, c'est tout simplement pour afficher des tableaux. Donc pourquoi je vous ai montré ça, c'est parce que parfois il y a des besoins basiques qui ne sont pas déjà créés de base. Donc pour créer une table view, c'est relativement simple. Je crée ici un table view, donc là je l'ai déclaré dans mon fxml. Et en fait une table view est typée, donc on va dire qu'elle va contenir certains objets. Donc là une table view va contenir des conférences. Je vais ajouter des conférences directement avec ma table view getItems et j'ajoute mes instances d'objets. Par contre là j'ai pas mis de colonnes. Les colonnes ça va venir maintenant. Et vous allez rigoler. Qui a déjà eu besoin d'afficher une image dans une cellule? Il y en a 1, 2, 3, ça va, il y a des gens quand même, je ne suis pas le seul. Voilà. Je ne me sens pas seul. De base, ça n'existe pas en JFX. Vous êtes obligé de créer deux classes. Et il faut toujours savoir lesquelles créer, parce que au début, vous êtes un peu paumé. Là, je vous les ai séparés en 3 classes, mais vous pouviez le faire avec des lambda, classes internes, anonymes, etc. Pour que vous compreniez un peu la chose, je vous ai séparé tout ça joliment. J'ai fait une jolie architecture. J'ai créé une classe ImageCell qui est en TableCell. Et une TableCell, c'est une cellule d'une TableView. Une TableCell est typée. Premier argument, c'est le type de la TableView à laquelle elle est rattachée. Et le deuxième type, c'est le contenu de la cellule. Lorsque je fais ça, je vais avoir plusieurs possibilités, notamment lorsque vous commencez à éditer quand vous commencez à éditer la cellule, vous pouvez mettre un élément différent, etc., etc. Donc là, moi, ce que je veux faire, c'est simplement afficher une image dans tous les cas. Pour ça, j'ai la méthode updateItem qui prend l'image à afficher. Et là aussi, c'est un truc que je ne comprends pas, mais que je comprends. Un booléen qui indique si la cellule est vide ou pas. Moi j'aurais passé un item à nul pour dire qu'elle serait vide, mais soit.
Du coup, ce que je fais, c'est que je teste si jamais ma cellule n'est pas considérée comme vide et que mon item, enfin l'image que j'ai affichée n'est pas vide, enfin n'est pas nulle, pardon, je vais créer une image view avec l'image et chaque node a une méthode setGraphics qui vous permet de définir qu'est-ce qu'on affiche. Et là, du coup, j'affiche mon image. Dans tous les autres cas, je mets le truc à nul. Hier, à Brest, ils m'ont fait une remarque qui est intéressante et c'était volontaire que je le fasse comme ça, c'est que c'est pas performant du tout ce truc-là. Votre image view, vaut mieux la créer là-haut et ensuite vous changez l'image plutôt que de recréer à chaque fois une image view. En termes de perf, c'est peut-être un peu mieux. Après, ça ne change pas, le setGraphics, il faudra le faire toujours. Donc là, je définis, je renvoie une cellule. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est une image cell factory. Une classe en plus. J'implémente un callback d'une table colonne. Une table colonne, c'est aussi typé avec le type de la colonne et le type d'éléments dans la colonne. Voilà, histoire de bien être redondant. Et ça implémente un autre, ça définit un autre générique qui est une table cell avec encore une fois le type de la colonne et le type de la cellule. Ça, c'est assez facile. Hein. Après, ce qui est plus dur, c'est de mettre l'image à droite. Et à gauche, C'est de la CSS. Faut passer l'image sur le CSS. Wow. Parce qu'après, sinon, il y a 3 petits points. Mais 3 petits points, ils ne vont pas bien. Tu peux mettre des classes CSS, après tu peux sur ta cellule, tu peux faire un set style, etc. Ça passe un certain temps, juste pour un petit truc. Ah oui, ça prend un certain temps. Non, ça prend pas un certain temps, ça prend un temps certain. C'est pas pareil. Faut bien briefer le graphiste. Donc du coup là j'ai ma classe ImageCellFactory. Je redéfinis la méthode qui va me créer, pour tout callable j'ai la méthode call, qui va me créer ma table cell. Donc là, bon, j'ai fait facile. Je me suis dit je vais créer une cell directement, new image cell, et puis c'est basta. Quand même, j'en suis déjà à ma deuxième classe. Et pour finir, là je suis dans un contrôleur, mais je vous montrerai ensuite une version FXML. Donc là, je crée une colonne que je vais ajouter ici plus tard dans ma table. Donc c'est une table colonne du type de ma table, donc une conférence, ça va afficher une image. Je vais lui dire ça, pouf. C'est là que c'est super pratique les propriétés aussi. C'est que je lui dis que ma colonne va être liée à une propriété de conférence qui s'appelle logo. Donc du coup, dès que l'image change, la cellule se met à jour, donc il appelle update item. Donc ça, c'est super pratique. Parce qu'il faut savoir qu'en interne, la table view, c'est certes un peu compliqué à utiliser, mais c'est pas une bouse sans nom, dans le sens où ça fait du lazy loading et ça charge pas tous les éléments, ça charge que les éléments qui sont affichés. Donc, du coup, bref. Et après, je lui dis que ma cell factory, c'est ma image cell factory que j'ai fait. Voilà. 3 classes plus tard. Pour un besoin basique. D'un point de vue FXML, c'est là que ça se lit déjà un peu mieux. C'est que j'ai ma table view, je définis toutes mes colonnes. Donc là, j'en définis une dont l'entête sera logo. La cell value factory, pour se brancher sur la propriété logo, elle est là. Et ma cell factory, elle est là. Donc bon, c'est déjà un peu plus lisible, même si il faut quand même maîtriser un peu les concepts derrière pour afficher tout ça. La concurrence, SwingWorker n'est pas mort, il a son pendant JavaFX. Donc c'est toujours un peu tricky la concurrence. Typiquement j'ai posé 2 questions basiques. Comment ne pas bloquer ma UI quand j'essaie de télécharger un fichier? Une fois que j'ai téléchargé mon fichier, comment je le récupère en gros, d'un point de vue code. Donc pour ça, vous avez un package en JavaFX qui est JavaFX Concurrent avec 2 interfaces. Un worker qui va en gros être un runable avec une implémentation qui est task, et je vous donnerai un exemple de task, et le service avec un schedule de service qui en fait vous permet de redémarrer une tâche à intervalle fixe. Une tâche a plusieurs méthodes qui sont assez pratiques. Il y a la méthode update, message et progress. C'est des propriétés, message et progress. Et du coup, vous allez pouvoir vous binder quelque part avec un progress indicator là, ou avec un spinner, et du coup afficher un message à côté, et du coup vous bindez votre spinner
la propriété message ou title, je sais pas trop quoi, vous la bindez sur le message de votre task et du coup ça se met à jour automatiquement. Donc là c'est assez sympa. Donc vous allez voir après dans l'implémentation de la tâche que ça peut être assez dynamique et assez simple à utiliser. Et ensuite vous avez des méthodes qui indiquent le succès ou l'échec de votre tâche. Et deux méthodes, get et getValue, qui ont une différence, c'est que get c'est bloquant, donc tant que call, parce qu'en fait vous allez avoir une méthode call à implémenter, tant que call n'est pas fini, bah, j'attends. Je suis bloqué, alors que getValue, non. Donc dans certains cas, ça peut être intéressant. Un exemple de tâche. Donc là, j'ai réduit au maximum pour tenir sur la slide la méthode call. Donc j'ai une tâche qui me permet de télécharger un fichier. Donc ça étend de tâche et c'est une tâche de fichier. Et du coup, call va me renvoyer le fichier à la fin. Donc là, je retourne directement un PDF. Vous pourriez vous connecter à... Enfin moi, dans SlideshowFX, en fait, j'ai deux modules AGI qui me permettent à la fois de downloader et d'uploader soit vers Google Drive, soit vers Dropbox. Donc du coup, c'est des tâches comme ça, donc j'appelle des threads, etc., pour télécharger le fichier sur Dropbox ou l'uploader sur Dropbox. Du coup, j'ai fait ce genre de tâche-là, et je redéfinis la méthode succeeded. Je peux redéfinir la méthode failed, etc. C'est juste que ça ne tenait pas sur la slide, donc toutes les méthodes qui sont là, succeeded, running, etc., moi en général, je les redéfinis. Et dans succeeded, je fais toujours un appel à super, il faut, et je lui dis, ben voilà, mon message, je mets à jour le message de la tâche, donc download successful, donc du coup à côté dans ma UI, ça va afficher que ça a fini de charger. Et le progress 0,0, c'est simplement pour que ma barre soit vide en fait. Donc voilà. Comment je l'utilise? Donc là j'en crée une, je crée ma tâche, j'ajoute un listener sur la propriété pour savoir justement lorsque c'est fini ou pas. Et si jamais c'est un succès et que la valeur renvoyée par ma tâche est différente de nulle, je fais certaines choses. Et comme c'est du runable, en gros, je fais un use thread de ma tâche.start. Je vais simplement vous montrer un tout petit exemple de download presentation task. Paf. Donc là, je vais peut-être faire un peu plus gros quand même. C'est la vraie version de la tâche de download. Donc j'ai un hosting connector, donc c'est soit une instance qui pointe vers du Dropbox ou du Drive, c'est un truc à moi. Un fichier, dans lequel le fichier que je veux télécharger et la destination. Et vous voyez que dans le call, je vais lui dire si jamais je suis authentifié, tant que je suis authentifié, je vais charger un fichier qui est passé là-haut, et ensuite j'appelle succeeded. Si jamais je ne suis pas authentifié, je dis que la tâche a échoué. Par défaut, si vous appelez aucune des méthodes succeeded, fail, running et compagnie, lorsqu'il sort du, entre guillemets, peinard du call, il considère que c'est un succès. Donc c'est à vous de gérer l'échec de votre tâche. Et là, tout simplement, dans le succeeded, je lui dis, bah, tu peux me mettre ici un petit message, tu le mets à 0,0 en temps de progress pour que ma barre soit vide. Quand je suis en train de télécharger, je lui mets Downloading Presentation from Dropbox ou Drive. Et là, vous voyez que je mets l'état actuel, je le mets à -1. En fait, en JFX, pour les spinners, si vous mettez l'état à -1, soit ça le fait tourner de manière indéfinie, soit si c'est une progress bar, ça fait qu'à 2000. Les vieux comprendront. Et pour le cancel, pareil. Donc c'est comme ça que moi je l'utilise. Le packaging. On s'est souvent vendu qu'avec JavaFX, je peux faire des packages natifs, donc qui embarquent un JRE. Donc ça a certains avantages. C'est que votre client n'a pas besoin de télécharger un JRE, il est fourni par votre appli. Ça vous donne aussi l'avantage que vous n'avez pas besoin de vous soucier, est-ce que tel client a telle version de Java, si jamais il la met à jour, il faut que je supporte la nouvelle version, et que je lui dise que attention, c'est pas supporté ou ci et ça. Donc ça vous évite certains soucis. Donc pour faire ce genre de choses-là, vous avez deux manières. Une que je ne vous conseille pas, c'est d'utiliser JavaFX Packager, et sinon, vous pouvez utiliser des tâches ant. Pourquoi n'utilisez pas le JavaFX Packager?
Pour la simple et bonne raison, avec Slideshow FX, j'utilise du Leapmotion, donc là si je fous mon doigt, normalement ça m'affiche un pointeur, hein, c'est joli. Si je fais ça, c'est censé me slider, non, ça veut pas, bon bref, voilà, ça a planté. Et du coup, pour Leapmotion, je ne sais pas si vous êtes au courant, enfin je vous montrerai un truc un peu plus tard, si avec Leapmotion, vous êtes obligé de passer la variable de jvm-d-java.library.pass pour indiquer en fait la librairie native Leapmotion, et vous en avez par plateforme. En utilisant le JavaFX Packager Tool, là, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas passer de variable de JVM au lancement de votre appli. Avec les tâches Ant, vous avez la possibilité justement de définir que certaines variables de JVM sont définies au lancement de votre application. Donc c'est pour ça que les tâches Ant sont beaucoup plus développées que l'outil qui est censé être mis à jour. Donc je vais reprendre depuis le début, hein, ça ira plus vite. Et du coup, et c'est pour ça du coup, que je ne vous conseille pas d'utiliser les tâches Ant. De ne pas utiliser le JavaFX Packager. Vous avez déjà fait du Gradle, hein? Je vais simplement vous montrer comment moi je l'ai fait. En fait, dans mon projet de l'application, ce qui est intéressant, c'est que Ant est supporté en natif par Gradle, donc je peux lui définir des variables de mon projet Ant. Donc du coup, je lui indique certains ClassPass, etc. etc. Bon, ça typiquement, c'est où ça va être créé, etc. Comment ça va être buildé, etc. etc. C'est vraiment les tâches Ant, JavaFX. Et plus loin, j'ai redéfini la méthode jar, qui est ici. Tac. Et je suis obligé de la surcharger en fait parce qu'il faut que je copie les librairies natives justement. Et par défaut ça ne le fait pas. Il y a un plugin Gradle, enfin JavaFX pour Gradle, il ne marche pas avec ça. Donc j'ai été obligé de me faire ma sauce. Du coup je copie mes librairies natives. Et en fait mon fichier Ant, il est là. Je vais vous le montrer. Main, non pas là, ressources. Pouf. Tac. Vous voyez que j'ai des tâches Ant à la fois pour builder. Ça c'est pour faire le jar, donc là, pouf, je définis la tâche, etc. Et vous voyez que j'appelle des méthodes ici, enfin des variables qui ont été définies dans le Gradle. Donc du coup j'ai la communication entre les deux outils, donc ça c'est assez sympathique. Et vous voyez qu'ici je lui dis la plateforme cible c'est du Java 8, enfin c'est du JavaFX 8, c'est un JS 8. Et là vous voyez que je passe des variables de JVM. Et pareil, lorsque je vais vouloir créer le deploy ici, pouf, ça me permet de faire, lorsque l'application est lancée, de définir des variables de JVM. Que ça, vous ne pouvez pas faire avec le JavaFX Packager Tool. Je vais vous montrer un truc. Vous voyez que les librairies natives, mais ça c'est pas du JavaFX, mais c'est rigolo. Sous Mac, pour identifier, enfin j'ai eu le souci sous Mac, c'est qu'il a fallu que j'identifie où sont mes librairies natives. Et sous Mac, tout est packagé dans un point app. Donc du coup, je me suis dit, normalement j'ai une variable, je ne sais plus trop comment, là, qui est censée me pointer vers le dossier Java, et au final ça ne pointait pas. Donc j'ai foutu un trick assez sympatoche qui est de dire, parce que comme il faut une librairie native par plateforme, il faut que j'indique un dossier différent par plateforme. Donc j'ai créé une variable à moi qui s'appelle Dynamic Java Library Pass à true, qui va en fait définir le library pass directement quand je lance l'appli en fait. Donc c'est super crade, c'est super moche, mais ça marche. Pouf. Donc ça c'est l'application, c'est le main en gros de mon JavaFX. Vous voyez que j'ai un super beau bloc statique et j'ai fait de la doc. Donc voilà. Je vais essayer de récupérer dans un premier temps ma première variable Dynamic Java Library Pass. Et si jamais il est à true, je vais lui dire, ici, pouf, je vais chercher en fait le fichier je vais trouver où je dois trouver mes librairies natives. Dans un premier temps, j'ai introduit une autre variable qui est Project Stage. Et en fait, ça m'évite de définir un library pass dans mon IDE. Du coup, je peux toujours utiliser mes fameuses Dynamic Java Library Pass et ça télécharge, enfin ça sait tout de suite où ça doit aller. Si jamais je suis en dev, je sais que le point d'exécution de mon projet dans l'IDE, c'est le répertoire courant, donc du coup j'ai juste à pointer vers l'IDE. Pas de souci.
Si jamais je suis en mode packagé, j'ai trouvé un trick assez sympa qui est de tout faire par entre guillemets réflexivité. C'est que je trouve le point jar dans lequel ma classe est, et ensuite je sais que le parent contient lib. Donc en gros, je fais ma classe getProtectionDomain.getCodeSource.getLogation.toUri.getPass, et j'ai trouvé le jar dans lequel ma classe est. Donc c'est un truc un peu sexy. Et du coup, après, je peux déterminer mon parent. Et après, en fonction que je suis sur Mac, Windows ou Linux, je récupère ensuite l'architecture, donc du x64 ou du x86, et paf, je sais dans quel folder je dois aller. Donc, et du coup, après, la partie intéressante, c'est ça, c'est que je set Java Library Path avec la valeur que j'ai trouvée, et pour recharger entre guillemets le tout, je fais ça. Je récupère un champ privé qui est syspass dans class loader, et je le change. Enfin, je change l'accessibilité, là, je le mets à true, je le mets à nul, et puis j'ai gagné. Comment hacker la JVM? Bonjour. Donc voilà. Donc ça c'était pour votre culture personnelle, c'est pas du JavaFX, mais c'était rigolo. Donc le packaging. L'année dernière, enfin non, il y a 2 ans ou 3 ans, quand j'ai fait une introduction à JFX2, on parlait pas mal de testing. Enfin, les gens me posaient la question comment je teste, etc. Vous avez des librairies qui sont Automaton et TestFX, qui viennent tous les deux de la boîte load UI, qui vous permettent de tester vos applis. Automaton, ça supporte Swing et JavaFX, donc là c'est assez pratique si vous êtes dans le cadre d'une migration de Swing vers JavaFX, mais vous voulez quand même mettre des tests sur votre partie Swing, vous pouvez avec la même librairie. Ça marche aussi avec JavaFX 8, même que c'est pas dit dans la doc. Et on peut écrire les tests en Groovy, donc ça c'est assez sympatoche. Vous n'avez pas forcément envie de faire du test NG en Java, etc., donc ça marche. Et vous avez du TestFX, donc qui a une API assez fluente qui vous permet de cliquer. Donc ça, en gros, ça utilise la classe robot derrière pour simplement déplacer le curseur, cliquer, patati patata. La screenshot, c'était juste la petite stand là. C'était le. Donc voilà. Le tooling, donc il y a du tooling qui est assez sympa. C'est que vous avez Scene Builder, je crois que c'est développé à Grenoble ou un truc comme ça. Ça vous permet de faire votre UI, votre FXML directement avec drag and drop de composants. Donc c'est assez sympatoche. Vous avez une liste de contrôles ici, vous les drag and dropper, vous avez la hiérarchie, etc. Donc c'est assez sympa. Et vous pouvez aussi voir le résultat de votre CSS. Donc ça peut être sympa aussi. Donc pour faire du RAD, c'est qui cool. Par rapport aux éditeurs Eclipse avec, comment ça s'appelle le truc sur Eclipse là, à l'époque, je sais plus quoi, là, pour faire de drag and drop de composants, et dans NetBeans aussi, c'est vachement mieux, ça ne vous génère pas du FXML tout pourri qui sert à rien, vous ne comprenez pas, etc., pas modifiable, ça génère un truc assez conventionnel et assez sympa. Vous avez Scenic View qui est développé par un ingénieur d'Oracle qui fonctionne soit en Java Agent, soit en standalone. Et ça va scanner toutes les applications JavaFX qui sont en train de tourner. Et vous avez ce qu'on appelle en JFX le scene graph, le graphe d'objets qui est affiché sur votre vue. Et du coup, vous pouvez naviguer dedans. Et lorsque vous cliquez sur un composant, donc là c'est typiquement celui de Slideshow FX, je fais une screenshot vite fait dans le train. Et quand vous cliquez sur un élément, vous avez la liste de toutes les propriétés des événements qui sont appliquées à cette node-là. Et vous pouvez modifier le CSS à la volée, par exemple. Donc si vous voulez tester si ma panique de 5 c'est assez, c'est pas assez, etc., vous pouvez le modifier directement là-dedans, donc vous voyez le résultat en temps réel. Ça vous évite de changer stopper, modifier, redémarrer. Du JS. Donc dans Slideshow FX, en fait, j'utilise beaucoup Nachan de manière totalement transparente, puisque la WebView permet de le faire. Et pour exécuter et définir le contenu de mes slides. Donc du coup, quand je double-clique sur ma page web, ça met à jour JavaFX. Et quand je clique sur mon bouton Define dans JavaFX, ça met à jour ma page web. Donc j'ai une communication entre les deux. Donc c'est assez sympa. Donc tout ça, ça fonctionne avec Nachan, donc qui est disponible depuis JDK 8. Donc là, par exemple, j'ai une fonction sayHello qui va simplement m'afficher hello et le nom que j'ai. Et ensuite, ici, pouf, j'appelle cette fonction. Comment j'appelle mon fichier JavaScript? C'est l'élément qui est fourni, c'est l'utilitaire qui est fourni dans le JDK qui s'appelle JJS, et vous passez un fichier JS et il vous l'exécute. Le truc encore plus fou,
Et là aussi, il n'y a personne qui rigole, à Brest non plus. Elle m'a fait triper ce truc quand même. C'est d'exécuter directement en fait du Java dans le JavaScript. Donc là, par exemple, je charge la classe URLList, paf, avec java.type, j'en instancie une, je fais un add, et ensuite je l'affiche. Et après, quand j'exécute, bon, c'est sympa. Vous pouvez appeler directement Nashorn vous-même. Donc si vous ne l'avez pas avec un composant comme la WebView, etc., vous avez un Script Engine Manager, vous l'instanciez, vous récupérez Nashorn, et ensuite vous êtes capable d'exécuter du JavaScript directement. Et donc là, ça me crée ma fonction, et là, ça me l'appelle, et ça va donc afficher normalement 3. Est-ce que c'est utile? Moi, je trouve que c'est utile est-ce que c'est utile en JavaFX? Je trouve que ça peut être utile si vous avez envie de faire une web app et que vous n'avez pas forcément envie de vous embêter avec tous les browsers. Votre client, vous leur donnez avec comment ça s'appelle ce truc là, machin là, qui télécharge directement. Je sais plus. Mais si, vous savez, là, quand je clique sur mon JNLP, voilà. Avec du JNLP, vous fournissez un jar qui contient juste la WebView, etc. Et ça va charger le site web, par exemple. Donc ça vous permet d'avoir qu'un seul browser à tester, d'avoir des développeurs, entre guillemets, UI pour le front, du Java pour le back, et après c'est censé fonctionner. Donc dans SlideshowFX, c'est ce que moi j'utilise. J'utilise la WebView, je fais que des communications parce que c'est mon besoin de récupérer l'élément d'une page web dans ma UI JFX et ensuite de définir en JFX le contenu de mes slides. Donc moi j'en ai le besoin. Donc avec la WebView, si vous n'avez pas besoin d'instancier un Script Engine Manager, etc. et de le récupérer, vous avez directement la méthode getEngine qui vous renvoie de nouveau votre Web Engine et vous avez la possibilité d'exécuter du script JavaScript. Donc là, typiquement, ça va vous renvoyer l'objet window qui est un JS object et ensuite, vous allez pouvoir injecter dans votre page, donc dans votre JS, un objet, une variable entre guillemets globale à votre JS qui s'appelle SFX et dont la valeur c'est ça. Et ensuite, derrière, ça vous permet aussi d'exécuter du script comme ça, mais côté JavaScript, vous faites sfx. Une méthode de SlideshowFX controller, et vous pouvez directement appeler comme ça votre méthode Java depuis votre page web. Donc ça, c'est assez utile. Donc moi, je l'utilise pour faire des manipulations du DOM, récupérer la slide courante qui est affichée, injecter des librairies custo en JS, donc tout ce que vous voulez, hein, pour faire du charting, des charts, etc. Donc moi l'avantage c'est que j'ai besoin de cette communication HTML JFX et le type que j'ai trouvé, c'est que parfois moi je passe des balises, je peux passer du code directement dans mon JavaScript. Donc pour éviter que j'ai des erreurs de syntaxe, j'encode les chaînes, enfin je fais la communication des chaînes entre guillemets complexes en base 64. OSGI. Donc OSGI c'est pour faire de la modularité en Java, donc vous le connaissez tous via la plateforme Eclipse. Dans le JDK 9, vous avez sans doute entendu parler, bon c'était déjà prévu pour avant, mais bon on n'a pas eu, de Jigsaw pour l'intégrer nativement de la modularité dans vos applis JavaFX, Java du coup. Et il y a même un projet qui s'appelle Penrose qui permet d'explorer la compatibilité entre Jigsaw et OSGI, mais pour le moment on fait de l'OSGI. Donc il y a eu une nouvelle release en juin 2014, et moi il y a un truc le class loader et le class pass, il faut le gérer, sinon sinon ça marche pas. Donc je vais vous donner des exemples. Donc là typiquement c'est un exemple de la WebView sur Mac. Sur Windows, c'est transparent. Voilà. Un exemple de la WebView qui marche. Donc OSGI, c'est que vous avez toujours un conteneur. Donc il y a plusieurs implémentations d'OSGI, il y a Felix, il y a Karaf et Equinox, 3 majeurs on va dire, et ensuite des services que vous allez enregistrer sur votre framework OSGI. Donc moi OSGI, je l'utilise de manière MBD, donc je ne le lance pas en dehors de l'appli, c'est mon appli qui lance un framework OSGI. Donc là j'ai des variables de configuration, donc assez sympatoche, je le crée ici, et après je le démarre, et j'ai gagné. Et pour déployer un bundle, c'est assez facile. Je récupère ce qu'on appelle le fameux bundle contexte, j'installe un bundle à partir d'un fichier et j'ai gagné aussi. Et après, je peux le retrouver avec les services références et compagnie.
En JavaFX, il y a une ligne qu'il ne faut pas oublier lorsque vous avez envie de charger du FXML depuis un module AGI, c'est ça. C'est que vous définissez le class loader pour votre contrôleur JavaFX. Sinon, enfin sur votre FXML loader là-haut. Le FXML loader, c'est simplement un truc qui charge le fichier FXML. Si vous ne faites pas ça, ça ne marchera pas. Il va vous claquer, je ne sais pas ce que c'est FXML et compagnie et compagnie. Donc au début, je ne comprenais pas. Ça marchait pas, je l'avais pas, du coup j'essayais, je comprenais pas, en TU ça marche, et en prod ça marche pas. Du coup j'ai trouvé ce truc là, donc si vous voulez charger du FXML depuis un module OSGI, il faut toujours passer class load. Voilà. Il y a un truc qui n'est pas listé sur ce slide là, avec SlideshowFX, moi j'aime bien la Felix, donc j'ai choisi Felix parce que à l'époque quand je démarrais un Glassfish, il y avait Welcome to Felix, donc j'ai cherché ce que c'était Felix et puis c'est comme ça que j'ai connu. Et j'ai créé des modules OSGI pour la manière de définir le contenu de mes slides. Donc mon contenu de slide, je peux le définir en textile, markdown, ASCII-Doctor et HTML, c'est du module OSGI. Insérer des images, etc., c'est aussi des extensions, donc c'est du OSGI. Pour me connecter à du Dropbox ou du Drive, c'est un module OSGI, donc si un jour j'ai envie de me connecter à Box.net, je pourrais aussi. L'avantage, c'est que je modifie mon application, j'y apporte des features sans modifier le code de mon appli, donc ça c'est assez pratique. Et pensez à votre class loader, sinon ça ne marche pas. Et parfois, il y a la fameuse propriété du boot delegation, lorsque vous démarrez votre conteneur OSGI, c'est que parfois vous avez besoin de la librairie com.sun.truc, par défaut en OSGI, il ne le trouve pas. Donc il faut mettre le package au boot delegation. Ou alors vous faites dans votre module OSGI, c'est comme vous voulez. Et là, ce qui n'est pas listé, c'est que depuis une semaine, je suis en train de développer un module OSGI qui est une extension qui me permet d'exécuter du code directement depuis les slides. Donc là, à l'heure actuelle, je supporte Golo, parce que c'est un mec qui m'a demandé de faire ça. Et depuis cet après-midi dans le train, j'arrive à supporter Java aussi. ASCII-Doctor, vous connaissez ou pas? C'est une syntaxe relativement simple qui vous permet de générer de la doc. Donc ça vous génère soit du HTML5, du PDF, et maintenant il y a un pote à moi qui fait tout pour pousser dans Confluence, enfin voilà. C'est une syntaxe assez sympa pour faire des diagrammes, c'est basé sur PlantUML, je crois, ou Graphics, ou ce genre de choses-là, faire des formules à la LaTeX, donc c'est pratique aussi. C'est écrit en Ruby, donc ça pose certains soucis, je vais vous montrer. Et il y a des portages vers JFX et vers JavaScript, pardon, décidément, et la JVM. Donc moi, la manière dont je l'utilise, c'est aussi dans un module OSGI. Donc comment je fais? Je crée une instance de Ruby, et après, il y a ces deux trucs-là qui sont super importants, sinon ça ne marche pas. C'est de nouveau définir le class loader. Et après, sur JavaMed utile, il faut lui indiquer la gemme ASCII-Doctor. Si vous ne mettez pas ça, ça ne marchera pas. Ça marchera si vous êtes dans un contexte qui n'est pas OSGI. Donc en TU, moi ça marchait super bien, paf, je le mets en prod, mais pourquoi ça pète? Je ne comprenais pas, et du coup j'ai trouvé qu'il fallait toujours mettre où sont stockées les gemmes Ruby pour que ça fonctionne en mode OSGI. Et du coup après, j'ai simplement une factory ASCII-Doctor qui me permet de créer un objet ASCII-Doctor, et après je convertis soit des chaînes de caractères, soit des fichiers, directement en Java. Donc moi, ASCII-Doctor, je l'utilise dans un contexte OSGI, donc c'est un peu compliqué, ça m'a apporté des problèmes par rapport à ça. Et bon, moi, c'est une nouvelle méthode de définir le contenu du slide, et il faut toujours faire attention, on est en OSGI, il faut toujours faire gaffe à tout ce qui est au contexte OSGI, etc. Qui connaît Vertex? C'est bien Vertex. Hein. C'est un serveur soi-disant lightweight pour la JVM, en fait c'est une surcouche à NetI qui vous permet d'écrire tous les composants de votre serveur d'app, soit en Java, JavaScript, Groovy, etc., tous les langages un peu trendy. Donc moi, dans SlideshowFX, j'emmène en fait un Vertex parce que, là je ne l'ai pas lancé parce que j'ai pas le net, j'ai un serveur de chat, donc les gens qui assistent à la présentation peuvent m'envoyer des questions et du coup ça apparaît là-haut. Et chaque élément de votre vertex, chaque composant, c'est un verticle. Et en gros, un verticle, ça fait des choses. Donc comment créer un verticle?
c'est tout simplement étendre la classe verticle, et après ça me permet en fait dans un verticle de dire que je réponds à telle URL, à tel WebSocket, à tel trucmuche, etc. Donc là je lui dis que lorsque j'ai une URL sur le port 8080 adresse IP qui est là, je lui renvoie, cette URL là me renvoie une certaine page. Donc du coup là je réponds au post, là je réponds au get, et je peux lui envoyer des pages, des images, etc. Donc l'inconvénient c'est que vous êtes obligé de tout faire, donc même les pauvres images vous êtes obligé de les faire, mais vous pouvez faire du WebSocket, comme je vous le montre ici, directement en natif, donc c'est assez sympa. Donc là, lorsque j'ai un pass de WebSocket qui est my-app, j'accepte, sinon je les envoie péter. Et du coup, je crée mon HTTP serveur, je lui crée un handler qui écoute sur un port et une IP. Il y a un truc qui est super sympa, c'est faire de l'event bus. En gros, c'est du JMS, mais assez puissant. Dans le sens où vous avez simplement à faire un handler de message et vous pouvez faire certaines choses. N'oubliez jamais le message.reply, sinon dans certains cas vous pouvez être bloqué. Donc votre UI elle attend parce qu'elle n'a pas eu de réponse. Donc ça dépend si vous êtes dans un contexte synchrone ou asynchrone. Et après je lui dis bah voilà, j'enregistre cet handler là sur une certaine chaîne de caractères, entre guillemets, sur un endpoint. Donc là c'est un endpoint qui s'appelle say.io. Et après je peux publier avec une instance de Vertex un message, donc say.hello.io. Enfin say.hello et je lui envoie .hello. Et du coup ça fait ce qu'il y a dans, ça affiche hello. Donc c'est assez sympatoche. Donc moi je l'utilise parce que j'ai pas mal de WebSocket, tout se passe en WebSocket, donc mon chat, quand il y a quelqu'un qui m'envoie un message, ça va sur mon serveur Vertex avec un WebSocket et ça le distribue à tout le monde qui est connecté. Donc moi c'est assez sympa. Et après pour communiquer justement interverticle, j'aime bien utiliser l'event bus parce que j'ai pas besoin de mettre plus de mécanismes de communication là-dessus. Après il y a des choses qui sont un peu sympas et pas forcément intuitives aussi. C'est qu'avec Vertex, dans chaque verticle, vous n'avez pas l'instance du create HTTP. Lorsque j'ai fait un create HTTP serveur, j'ai pas cette instance-là. Pourtant, j'ai l'instance du Vertex. Mais je ne peux pas récupérer le serveur qui a été créé. Donc du coup, quelque part, je suis obligé de le stocker si j'ai besoin de le manipuler. Notamment si je veux enregistrer la même IP sur plusieurs verticles. Donc il y a un truc assez sympa qui sont les shared data qui vous permettent de récupérer des maps et des listes. Donc du coup là ça va récupérer une map qui s'appelle serveur info, si elle n'existe pas ça vous la crée, pas de souci. Et ensuite dans cette shared data, ici je récupère un set aussi, et après si j'ai envie d'y mettre des choses, voilà c'est une map, donc map de put.ip et voilà. Donc c'est assez sympa. Et c'est mis à jour directement. Donc, après, vous faites un accès au shared data dans tous les verticles, vous avez les mêmes valeurs. Donc ça c'est assez pratique. Donc moi, du coup, j'ai un chat avec des WebSockets, j'ai un mécanisme de quiz, j'intègre du Twitter. C'est assez sympatoche dans le sens où c'est facilement embeddable. Donc j'avais pas envie que mon client il installe un Netty, un Glassfish ou quoi que ce soit. J'ai des besoins assez basiques et pas forcément, j'ai pas besoin de grosses tambouilles et Whitefly et compagnie. Donc du coup, je l'installe facilement. Et moi, en fait, le fameux HTTP serveur, je le stocke sous forme de singleton parce que justement je ne peux pas le récupérer avec mon Vertex autrement. Et pour finir, le truc qui coulole, c'est du Leapmotion. Donc Leapmotion, ça vous permet de faire ce genre de choses là, donc je vais réessayer. Voilà, je passe mes slides, tac, tac, quand ça veut. Voilà. Et après j'affiche un petit pointeur s'il veut bien le voir, mais il n'a pas envie de le voir, donc ça ne marche pas. Ça marche une fois sur deux, je suis en train de bosser dessus, donc ça vous permet d'avoir une autre expérience utilisateur dans certains cas, donc c'est pas toujours utilisé. Moi dans SlideShowFX, je trouvais ça sympa. Vous avez des librairies pour Java, C++, Unity, C#, JavaScript et Python et l'Objective-C. Ça supporte les trois plateformes depuis la version 2 qui est sortie il n'y a pas longtemps. On supporte Linux également, donc ça marche un peu partout. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous êtes obligé en Java du coup de passer le Java Library Pass pour dire où sont les librairies natives. Donc voilà, il faut savoir gérer ce genre de choses là. Et ça se compose de deux objets principalement, le contrôleur qui vous permet de récupérer les images du Leapmotion, etc., etc. Et ensuite vous avez les listeners. Donc du coup, un contrôleur c'est simplement contrôleur égale new contrôleur, pas plus que ça. Et après le listener, il réagit à certains événements, on exit, on connect, etc. Donc si là j'arrache comme un port mon Leapmotion, je peux faire un truc, afficher une pop-up à l'utilisateur, etc.
Et du coup, je crée mon listener ici. Donc ça, c'est un truc custo, hein, vous implémentez l'interface listener. Et après, sur votre contrôleur, vous ajoutez le listener pour qu'il écoute tout simplement. Donc moi, ça me permet de cliquer, de changer des slides, etc. Donc ça apporte une certaine interactivité. Si j'avais passé toute ma slide, tout mon truc comme ça vous aurait fait rigoler. Donc du coup, ça apporte un autre avantage à l'Impress. Donc moi, c'est vraiment bien. Et après, essayez de penser gestes. Il y a certains gestes qui sont déjà définis, donc faire du swipe, ce genre de choses-là. Il y a des gestures qui sont implémentées. Après, c'est à vous de les autoriser, de les développer, etc. Moi, je sais que quand je fais un geste, quand je fais un geste, je vérifie qu'il soit relativement horizontal. Donc si je fais un truc comme ça pour slider, ça ne marche pas. Avec la version 2, vous avez la détection des doigts et jusqu'aux phalanges. Donc du coup, vous pouvez dire qu'avant la version 2, si je montrais un doigt pour montrer le pointeur, je pouvais faire celui-là, je peux faire celui-là. Pour les deux doigts, j'aurais pu faire ça, il envoyait deux. Maintenant, je peux dire index et majeur. Donc voilà. Et après, je peux dire index et majeur étendu, les autres fermés, etc., etc. Vous avez la possibilité de faire ce genre de choses-là depuis la V2. Pour terminer, 2 références. Donc ça, c'est un bouquin que j'ai dans mon sac. Il est assez sympa. Ça vous explique pas mal les mécanismes de base de JFX et comment bien gérer les propriétés, les skinner, etc. L'autre, c'est plus une introduction à JFX, mais qui est sympa aussi. Est-ce que vous avez des questions ? Ouais. En termes de tooling, qu'est-ce que tu utilises comme IDE pour faire notamment le lien entre ton FXML et puis ton contrôleur? Tu as des outils spécifiques ou des choses comme ça pour des outils spécifiques. Le premier IDE qui a tout lié entre contrôleurs, etc., ça a été NetBeans, forcément c'est de l'Oracle. Maintenant IntelliJ le fait très très bien. Donc moi je suis sur IntelliJ perso. Donc là, typiquement, si je prends mon FXML, je fais POM contrôleur, ça m'ouvre directement ma classe. Si je clique sur un FXID qui est défini, plutôt celui-là, ça il ne le trouve pas. Mais par exemple sur une méthode, pareil je fais POM et ça m'affiche directement la méthode. Donc ça marche assez bien. Et en fait, si vous avez installé SceneBuilder, je ne sais pas si vous voyez un peu là en bas, c'est que quand vous ouvrez un FXML, vous avez un onglet SceneBuilder. Si vous avez renseigné le pass ou votre SceneBuilder, il va vous l'ouvrir, etc., etc. Donc du coup, c'est plutôt bien implémenté. Dans le sens qu'on peut faire les fins d'usage d'une méthode, voir où est-ce qu'elle est utilisée. Je crois qu'IntelliJ le fait. On va chercher. Je crois que c'est F7 ou un truc comme ça. Ah non, par contre, il ne fait pas l'inverse. Tu n'as pas de validation à la compilation. Validation à la compilation, c'est-à-dire du FXML. Comment tu changes le nom de ton bouton dans FXML, tu compiles ton projet, ça peut être mal. Et même à l'exec. En fait, si vous définissez... Alors c'est une bonne question, est-ce que en gros, si je modifie mon FXML et que je ne le modifie pas dans le code, est-ce que ça va péter ou pas à la compile? Non, ça ne va pas péter à la compile, puisque en fait dans le FXML, je peux mettre des FXID qui ne sont pas dans le contrôleur. Donc là, il va pas péter. Par contre, si par exemple vous avez un bouton FXID Toto et dans votre code c'est devenu Tata, si vous faites un tata.setText, il va vous péter un null pointer exception par contre. Mais effectivement, c'est runtime, c'est pas la compile. Il n'y a pas de validation de FXML par rapport au contrôleur, etc. Et en fait, ça c'est aussi dû au fait que. Alors là, je vous ai montré l'exemple basique où on renseigne le contrôleur dans le FXML, mais en fait, vous n'êtes pas obligé. Avec votre FXML loader, une fois que vous avez chargé votre FXML, vous pouvez faire un set contrôleur. Donc du coup, quelque part, il ne va pas savoir de toute manière à la compile, parce que vous n'êtes pas obligé de déclarer votre contrôleur directement dans le FXML. En fait. Et justement, hier, j'avais un retour d'expérience à Brest là-dessus. C'est assez intéressant parce que justement, pour séparer l'ingénieur front et l'ingénieur back, dans le FXML, ils ne mettent pas le FXML contrôleur, le FX contrôleur, justement pour que les développeurs front n'ont pas connaissance du back, en fait. Ouais. Tu avais parlé de binding tout à l'heure, et c'était dans du code. Pardon, c'était dans du code Java, mais en FXML, on peut
faire du binding? Il me semble qu'on a l'attribut ou la méthode bind. Non, on va pas l'avoir parce que en fait là j'aurais que la text property, quoique. J'ai jamais testé, je suis pas sûr. Du coup, je peux faire ça. Non, je n'ai pas. J'ai même pas. Ah si, texte. Ouais, je l'avais pas vu. Paf. Bindings, peut-être. Il faudrait peut-être l'emporter. Paf. Honnêtement, je sais pas. Je pense qu'il y a peut-être moyen en essayant de jouer comme ça. Je sais pas, j'ai jamais testé. Parce qu'en fait, le binding, je l'ai jamais fait côté FXML. J'en ai jamais eu besoin en fait. Ce qui est bien en FXML, c'est que c'est des nœuds. On peut les injecter n'importe où et il faut bien tailler ces FXML pour qu'ils ne soient pas trop gros. Oui. Nous, on a injecté. Il vaut mieux avoir plusieurs FXML qu'on injecte les uns dans les autres plutôt que de faire un gros FXML qui va tout faire. Ouais, ça c'est une bonne remarque. Ça rejoint la question de je sais plus quelle personne par rapport à inclure des FXML dans un autre, c'est possible. Et justement, ça permet justement de les injecter au runtime. Ouais. Donc il y avoir des systèmes de jar. Donc si le jar est présent, c'est injecté. Si il n'est pas présent, c'est injecté. Du coup, on a une application vraiment modulaire. Si le client a payé tel truc, il a le jar avec ses fonctionnalités. Puis notamment tout ce qui est skill, etc. Aussi. Mais aussi en termes de features. Est-ce que pour faire du responsive, genre en fonction de la résolution de l'écran, Il y a des. Bonne question, est-ce qu'on peut faire du responsive design en JFX? Il me semble qu'il y a une librairie qui est faite par Henrik Ebert, justement, je crois, qui permet de faire du responsive design en FXML, enfin en JavaFX. Et sur un écran Retina, ça paraît utile ou Je sais pas. J'ai pas testé sur un écran Retina, j'en ai pas. Je sais pas. Mais je sais plus comment elle s'appelle. Il avait tweeté il y a pas longtemps là-dessus. Je peux essayer de retrouver le nom, mais il y a une librairie qui est en cours de création. On va prendre cette question-là et après on va aller voir l'apéro. Yep. j'ai une question sur l'internationalisation. Si je me souviens bien, à l'époque, Tu vois, c'est parti. Je me souviens à l'époque, on pouvait le faire que au lancement. C'est-à-dire qu'on pouvait internationaliser au lancement. Maintenant, une fois que c'était fait, on avait un souci pour le faire runtime. C'est des projets, ces choses-là. Changer le resource bundle pour le contrôleur en dehors, je pense que sur le contrôleur, tu as un truc du style set resource bundle ou un truc comme ça, et du coup ça le change, mais par contre il faut recharger ton FXML après. C'est parce qu'en fait la UI est déjà affichée. Donc... C'est ça, en fait il chargeait les images, donc même si on changeait nous dynamiquement le nom, les images étaient préchargées. Ouais. Deuxième coup de semonce. merci. Merci à vous. La prochaine soirée sera le 16 février. Je viens de réaliser que c'est pendant les vacances, c'est le premier lundi. Donc, tant pis pour ceux qui sont au ski. Ça sera mon cas. Ouais, c'est ça, tu fais le bravo, les gens. Ouais, On peut rester calme. apéro.